Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Comme chaque jour après le journal de 13h, Franck Ferrand nous entraîne à ses côtés sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Il y a quelques semaines, j'ai reçu Jean-Marie Pelt, le grand prêtre de toutes les questions végétales, vous savez, pour nous parler de plantes médicinales, ce qui relève de sa passion bien connue. Or, à la sortie du studio, il m'a parlé d'une autre passion qu'il cultive plus secrètement et qui m'a donné envie de l'inviter pour une émission d'un genre très différent. Jean-Marie Pelt est en effet l'auteur d'un ouvrage sur l'homme politique Robert Schuman. Et oui, Robert Schuman, qui peut être considéré comme le père de l'Union européenne. Alors, à un moment, dans cette campagne électorale où l'Europe est désignée comme une sorte de bouc émissaire, il m'a paru intéressant de revenir aux racines de l'Europe. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il est fréquent que l'on confonde Robert Schuman avec deux homonymes, le compositeur romantique allemand Robert Schumann avec deux N, si prolixe, vous savez, le mari passionné de Clara Wieck qui finira déséquilibré mental, et puis, plus souvent, disons-le, le ministre français Maurice Schumann, l'homme de Radio Londres, compagnon du général de Gaulle à la personnalité flamboyante. Le Robert Schuman, avec lequel je vous propose de faire mieux connaissance cet après-midi, est un homme plus discret ô combien, mais pas moins important au regard de l'histoire, bien au contraire, puisque ce Robert Schuman-ci est considéré comme l'un des principaux artisans, peut-être le principal, de la construction européenne. Voilà un homme qui a été plusieurs fois ministre, président du Conseil sous la 4e République, puis président du Parlement européen. Il voyait grand et il voyait loin, disait de lui Antoine Pinet, il était créateur d'avenir. Notre Schuman, si j'ose dire, était né au Luxembourg en 1886. Il est mort en Moselle, dans sa maison bien connue de Sichazel, en 1963. En Lorraine, mon invité d'aujourd'hui est lorrain. Oui, le grand pharmacien Jean-Marie Pelt, botaniste célèbre, l'homme des plantes, ce même Jean-Marie Pelt qui l'autre semaine était venu nous parler des remèdes d'autrefois, a très bien connu Robert Schuman sur les dernières années de sa vie. Il évoquera tout à l'heure ses souvenirs de jeunesse dans le sillage de ce grand homme pétri d'humilité. Parmi les hauts faits de Robert Schuman, il en est un qui, sans doute, plus que d'autres, a marqué ses contemporains, et c'est celui qui est entré dans l'histoire sous le nom de Déclaration du 9 mai 1950. Une dizaine de jours avant ce célèbre 9 mai, c'est Jean-Marie Pelt qui raconte, le samedi 29 avril 1950, Robert Schuman est rentré à Sichazel porteur d'un document que Jean Monnet, commissaire au plan, lui a fait remettre. C'est le projet CK pour Communauté européenne du charbon et de l'acier. Mais un projet est une chose, dit notre auteur, le faire aboutir en est une autre. Schuman va consacrer son dimanche à étudier le document. Et de retour à Paris, il dit à son directeur de cabinet, Henri Clapier, venu l'attendre à la gare de l'Est, « La note est intéressante, j'en fais mon affaire. » Il est ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, Robert Schuman, et il a visiblement une idée sur la marche à suivre. Il est vrai que, depuis l'automne précédent, ses homologues américains d'un côté, le secrétaire d'État Aitchison, et puis britannique, le secrétaire au Foreign Office Bevin, tous deux lui ont demandé de réfléchir, et quand je dis de réfléchir, de songer activement à un plan de réintégration de la République fédérale dans la communauté des nations libres. La RFA, toute jeune, doit pouvoir reparler d'égal à égal avec les pays alliés et vainqueurs de la toute récente Seconde Guerre mondiale. Alors de ce point de vue, le passé de Schuman, sa jeunesse au Luxembourg, puis dans la Lorraine annexée, à Metz, font de lui l'homme de la situation. Sa langue maternelle est le luxembourgeois, soit, mais sa deuxième langue a bien été cet allemand Hochdeutsch, dans lequel il a passé son Abitur, l'équivalent de notre bachot de l'époque. Donc, Schuman connaît et comprend les Allemands. Il est, parmi les hauts responsables français, sans doute un des mieux à même de faire rentrer la toute nouvelle République fédérale dans ce concert des nations de ce qu'on appelait à l'époque le monde libre. La prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères a été programmée
pour le 10 mai de cette année 1950 à Londres. Autant dire qu'il reste 10 jours à Robert Schuman pour faire adopter le projet de communauté européenne du charbon et de l'acier par les parlementaires français, mais aussi par les industriels, qui forcément ne peuvent, devant une telle perspective, que faire grise mine dans un premier temps. Le 3 mai, au Conseil des ministres, Schuman pose quelques jalons, mais en termes assez vagues. Assez vagues pour n'alerter personne et éviter que de très lourds intérêts ne viennent torpiller ce qui n'est encore qu'un frêle esquif et pas du tout armé. Mieux vaut donc, écrit Jean-Marie Pelt, en parler tout à la fin du Conseil, quand chacun range ses affaires et pense à passer à table. Ce qu'il fait. Et l'on décide, dans le brouhaha des fins de réunion, d'inscrire le projet à l'ordre du jour du Conseil à venir qui doit se tenir, exceptionnellement, le mardi suivant, 9 mai. La première manche est donc gagnée. Il en reste encore quelques-unes à jouer. Robert Schuman n'a mis que très peu de hautes personnalités dans la confidence. 2 Européens convaincus tout de même, ministres de poids dans le gouvernement Bidault, René Pleven et Daniel Mayer. Il faut écrire une déclaration. Une petite équipe triée sur le volet s'y active, rédige les moutures qui sont revues, biffées, remaniées sans cesse par Robert Schuman. À la 9e version, il semble que l'on tienne quelque chose. Cette version est validée le samedi 6 mai à 16h. Il est temps, à ce moment-là, de prévenir à Bonn le chancelier Adenauer, qui est non seulement d'accord, bien sûr, avec ce qui a été prévu, mais transporté de joie. Sa réponse enthousiaste parvient le mardi en fin de matinée, pendant la séance de ce fameux Conseil des ministres historique. Cet avis, naturellement, est communiqué à l'ensemble du gouvernement, qui avait déjà été bien disposé par les appuis très fermes de Mayer et de Pleven. Le projet est adopté sans peine. Alors, que dit la déclaration ? Je vous lis un extrait, c'est le paragraphe central de cette célèbre déclaration du 9 mai 1950. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. Dès l'après-midi, le ministre des Affaires étrangères reçoit les ambassadeurs des pays européens concernés, puis c'est la célèbre conférence de presse. Vous connaissez forcément l'image, elle est dans tous les manuels d'histoire, comme une sorte d'acte de baptême de l'Europe unie, cette photo de Robert Schuman debout devant son haut micro. Il a derrière lui la statue de la République sous les lambris blancs et or du salon de l'horloge au Quai d'Orsay. La gorge du ministre se serre un peu sous le poids de l'émotion. En 1950, Europe 1 n'existait pas encore et donc je ne peux pas vous faire entendre le document original. Les premiers mots disent toute la philosophie qui anime ces pères de l'Europe. Je dis « c'est » parce que juste à la droite de Schuman cet après-midi-là est assis Jean Monnet, bien sûr. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. C'est tellement évident 6 décennies plus tard. Tout ça paraît tellement coulé de source. À l'époque, dites-vous bien que c'est inouï, c'est fou, c'est révolutionnaire. Voilà une initiative qui s'inscrit à complet rebrousse-poil de siècles entiers de conflits intra-européens. À l'évidence, un saut vient d'être accompli, on vient de changer d'échelle. L'Europe, et c'est évidemment le rêve de ces artisans de la communauté européenne, l'Europe doit évoluer vers quelque chose de fédéral dans leur esprit. J'insiste sur cet aspect. Aujourd'hui, certaines dérives ultralibérales, certains abus de la technocratie, de la bureaucratie, pour ne rien dire des structures peu représentatives des organes dirigeants de l'Union, tout ça est venu écorner sans doute, éternir le rêve européen. Mais dans l'esprit, dans la voix d'un Robert Schuman ou d'un Jean Monnet,
Mais il y avait là une très noble cause, un horizon qu'ils ont eu le courage d'ouvrir à leurs contemporains. Oui, disons-le carrément, ce 9 mai 1950, les fondements de quelque chose de grand ont été révélés à la face du monde, avec du reste un succès immédiat, puisque l'Italie, par exemple, et le Benelux y ont souscrit d'enthousiasme. Or, le héros de cette affaire s'appelait Robert Schuman. Je dis héros AUT, car pour le reste, on n'aura jamais vu d'homme d'État plus discret, plus modeste, plus effacé même, au point que l'Église, nous allons le voir, envisage de le canoniser. Et si ce ministre avait été Saint Robert Schuman ? Un extrait sur Europe 1 de l'hymne à la joie, extrait de la 9e symphonie de Beethoven qui sert d'hymne à l'Union européenne. Vous l'avez compris, Franck rend hommage aujourd'hui sur Europe 1 à Robert Schuman, l'un des fondateurs de la construction européenne. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et pour parler de Robert Schuman, le père de l'Europe unie, nous vous retrouvons Franck avec votre invité sur Europe 1, Jean-Marie Pelt. Il est botaniste, écologiste et pharmacologue. Et oui, nous sommes en compagnie de Jean-Marie Pelt. Merci beaucoup Jean-Marie Pelt. Vous avez très bien connu Robert Schuman à partir de 1956, c'est ça? Donc absolument. 6 ans après l'épisode que je viens de raconter. Absolument, au début de l'année 56. Oui. Et jusqu'à sa mort en 63. Donc absolument. Ça vous a permis quand même de vous entretenir souvent et longuement avec lui. Souvent et longuement, oui. C'était devenu en fait mon second grand-père. Mon second grand-père, je l'ai accompagné pendant ces dernières années. J'allais pendant très longtemps, tous les samedis, déjeuner chez lui à Chazelles. Le menu était toujours le même. C'était l'omelette, c'était la salade, le plateau de fromage et la tarte de Mirabelle en saison. Seulement en saison. Seulement Pas de conserve chez le président Schuman. Et alors cet homme m'accueillait avec cette extraordinaire simplicité et douceur. Vous savez, on dit dans les béatitudes, bienheureux les doux. C'est pas bienheureux les mous. C'est pas du tout la même chose. C'était un homme doux. Mais c'était un homme fort, vraiment voilà. Un homme très fort dans ses résolutions, dans son action. Il a profondément marqué toute son époque. Il a été quand même l'homme qui a mis en place la relance de l'Europe après la guerre. Il a été l'homme du plan Marshall, il a été l'homme de l'OTAN, il a été l'homme du Conseil de l'Europe, il a été l'homme, alors bien sûr, comme vous l'avez dit, du départ de l'Union européenne. Alors, à propos de cette déclaration historique du 9 mai 50, vous dites que Robert Schuman a fait preuve d'une double qualité empruntée au précepte évangélique, rusé comme un serpent et candide comme une colombe. Il y avait sans doute des deux dans ce personnage. Ce que j'aimerais, avant d'en venir à l'Europe, si vous le voulez bien, et avant même d'en venir à l'homme d'État, celui qui, en 1947, a quand même eu à affronter l'une des plus grandes et graves crises que la France ait jamais traversée, disons-le, même si c'est un événement qu'on a eu tendance à oublier. Avant tout ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ses origines quand même, sur cette enfance marquée par l'annexion par l'Allemagne d'une partie de la Lorraine. Comme toute ma famille, en fait. Oui. Son père était français et il habitait au village frontière d'Evranges, qui est situé entre la France et le Luxembourg, à 15 km du fameux Schengen. Donc quand il y a eu l'annexion, le père est devenu allemand. Comme mon grand-père, à moi aussi, il est devenu allemand. Il a épousé une luxembourgeoise qui, par le mariage, est devenue allemande aussi, naturellement. Et donc Schuman était allemand lorsqu'il était jeune. Il a fait ses études secondaires au Luxembourg, mais ensuite son abitur, son bac en Allemagne. Il a été dans 4 universités allemandes, dont Strasbourg, qui était à l'époque aussi une université allemande. Et ensuite, il s'est installé à Metz comme avocat en 1912. Et c'est là que ma famille s'est rapprochée de lui, parce que mon oncle Louis, frère de mon père, était avocat stagiaire, mais un jour il a demandé à son personnel est-ce que quelqu'un connaîtrait une maison sur les hauts de la Moselle, parce qu'il y a des côtes de Moselle très, très belles, très, très lotharingiennes, très austrasiennes. Il cherchait une résidence pour les week-ends. Voilà, tout à fait.
Et mon oncle Louis connaissait une dame qui a dit, ben oui, la maison d'à côté, elle est à vendre. Et donc c'est ma famille qui en 1926 lui a trouvé la maison qui est maintenant la maison de l'Europe où défilent d'innombrables personnalités. Maison devenue très officielle. Très officielle. Le ministre des Affaires européennes, M. Leonetti, est venu déposer un label, la maison des illustres, il y a de cela 15 jours. Mais c'est le nouveau label du ministère de la Culture. C'est ça. Et nous voyons évidemment défiler dans cette maison et aussi dans la chapelle où il est inhumé, beaucoup de personnalités. Nous voudrions en faire une grande maison de l'Europe. C'est un projet qui est en devenir. C'est une très belle maison d'ailleurs. Disons un mot des lieux. Oui. C'est très simple, mais en même temps, quelle noblesse, quelle beauté, quelle sérénité aussi dans ces lieux. C'était à l'image du personnage. C'est une retraite en quelque sorte. Oui, c'était à l'image du personnage qui l'habitait. Alors il était, j'allais pas se dire, il était ce qu'on est aujourd'hui quand on est écolo. Il prenait le bus, il était président du conseil, il prenait le bus. Les préfets étaient épouvantés en essayant de faire suivre le bus par les voitures de police, ce qu'ils détestaient. Il montait à pied chez lui, ce qui pour un président du conseil n'est pas habituel. Il fermait les lampes au ministère quand il était à Matignon parce que ses collaborateurs ne fermaient pas les lampes le soir. Et il avait l'esprit d'économie. Il avait aussi le sens de la nature. C'est un homme qui marchait beaucoup, il méditait et il priait en marchant. C'était une sorte de Saint François. Quels enseignements tirés de la vie et de l'œuvre de ce grand Lorrain, demandez-vous? D'abord, sans doute, et pour confirmer notre propos, qu'il illustra très tôt et bien avant que le mot fût connu, les valeurs les plus nobles de l'écologie. Un profond amour de la nature et de son créateur, une vie sobre et spirituelle, un grand respect de la diversité qui est le fondement même de l'Union européenne dont la devise si peu connue est « unie » dans la diversité. C'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage sur tous ces saints. Ça s'appelle « Heureux les simples » et c'est édité chez Flammarion. Donc un homme qui était en quelque sorte écologiste sans le savoir. Mais Schuman était un homme du futur, en tout. Il était visionnaire. Il a d'ailleurs été interrompu dans ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Il y est resté 5 ans. C'est très rare sous la 4e République. Et il n'a pas été renouvelé parce qu'il s'était opposé à la déposition de Mohamed V, le roi du Maroc, parce qu'il sentait, bien sûr, qu'on allait décoloniser. Mais seulement il le sentait avant les autres. Il a tout senti avant les autres. C'était un visionnaire. Il a senti aussi que les pays de l'Est reviendraient dans le giron de l'Europe, que le communisme ne serait pas éternel, alors que nous tous, de ma génération, tout le monde pensait que l'Est et l'Ouest allaient durer jusqu'au jugement dernier, naturellement. Ou même, pour certains pensaient que l'Est allait progresser et nous englober un jour. C'était tout à fait ça. Et lui voyait que ça ne serait pas comme ça. Il a beaucoup écrit sur la manière dont il faudrait accueillir les pays de l'Europe de l'Est quand s'effondrerait le communisme soviétique. Et j'ai des amis qui ont beaucoup travaillé à l'intégration précisément de ces pays dans le giron de notre Europe. Ce côté visionnaire lui venait peut-être d'une capacité à méditer, à prendre du recul qui est assez rare dans le personnel politique, même de cette époque. Nous y viendrons tout à l'heure car nous allons évoquer le grand spirituel qu'était Robert Schuman. C'est un aspect très important et qui justifie sa présence, bien entendu, dans votre ouvrage sur toutes ces figures de saints. Est-ce qu'il sera canonisé d'après vous par l'Église? Écoutez, il faut qu'il fasse un miracle. Le pape Benoît XVI tient beaucoup au respect des règles. La règle pour la béatification, première étape, c'est de faire un miracle. Il faut que le miracle soit physique. Ah oui, il faudrait que quelqu'un récupère sa jambe bloquée, etc. Il ne faut pas qu'il soit psychologique. Et il ne faut pas qu'il soit politique, parce que sinon, la réconciliation en 1949 de la France et de l'Allemagne, alors que les ça, Allemands, c'était un miracle. C'était vraiment un miracle. Il fallait le faire quand même. Mais ça compte pas. Il faut un miracle physique. Alors on attend le miracle. Bon. Si vous avez un miracle à nous proposer, nous sommes preneurs. Je vous promets que je vais chercher activement. Vous nous parliez de la 4e République il y a un instant. C'est un régime qu'on a un peu tendance à oublier, qui est éclipsé entre le départ du général de Gaulle en janvier 46 et son retour en mai 58. Il y a pourtant eu
pendant ces 12 années essentielles pour la France, un grand nombre de décisions sur lesquelles nous continuons de vivre aujourd'hui, ce régime présenté souvent comme chaotique et même souvent caricaturé de la 4e République, a peut-être fondé les bases de la France telle que nous la connaissons. Nous allons y revenir ensemble et notamment à travers la célèbre crise de 1947, une crise que Robert Schuman a eu à gérer en tant que président du Conseil. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Robert Schuman est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. Franck, vous êtes toujours en compagnie de Jean-Marie Pelt pour en parler. Et revenons maintenant plus précisément sur la célèbre crise de 1947. Oui, certains de nos auditeurs se rappellent sans doute ce moment terrible, ce qu'on a appelé les grandes grèves de 1947, le pays complètement paralysé, plus rien ne fonctionne, on est dans une crise extrême et le gouvernement de Paul Ramadier est mis en minorité. Qui remplace Ramadier à Matignon? C'est Robert Schuman. Oui, mais il vient toujours quand c'est difficile. Oui. On va le chercher pour restaurer les finances de la France juste après la libération. Il était ministre des Finances et on a fait pareil. Alors c'était une période dramatique, en effet. Il y avait eu le coup de Prague et on voyait l'Est aller de plus en plus vers l'Ouest. Et le but du Cominform de Moscou, c'était de faire tomber la France dans l'escarcelle de l'Ouest. Donc des grèves des grèves insurrectionnelles menées par la CGT et le Parti communiste. Le Parti communiste représente plus de 25% des députés. À l'Assemblée nationale, le climat est épouvantable. Le père Schuman est attaqué de toutes parts, défendu par les huissiers, car il y a pratiquement... Les huissiers de l'Assemblée, c'est le personnel de l'Assemblée. Il y a pratiquement des atteintes physiques et Schuman tient. Il tient, et comme il y a des déraillements de train et des événements violents, il décide de rappeler 80 000 réservistes pour assurer l'ordre public. Et les ministres disent, nous on ne veut pas de sang sous les mains, en réalité ils se débinent. Tout le monde se débine, sauf deux. L'un c'est Jules Mock, le ministre de l'Intérieur socialiste, qui tient à côté de Schuman, et l'autre, c'est celui qu'il appelait le petit jeune homme. Il m'a dit, donc il y a très longtemps, c'était dans les années 55, 58, il m'a dit, ce petit jeune homme, qui était ministre des anciens combattants, il faudra que vous suiviez sa carrière, Jean-Marie, vous verrez, il fera une très brillante carrière. C'était François Mitterrand, qui avait été pour la première fois ministre de Robert Schuman. Et François Mitterrand était le seul président de la Ve République, à être très respectueux pour Robert Schuman, qu'il a d'ailleurs voulu transférer au Panthéon. Alors, cette situation a été pour lui absolument dramatique, et j'ai recueilli il y a quelques jours un souvenir d'une personne qui le connaissait très très bien, qui était proche de mon oncle Louis, c'est toujours ma famille, et qui me disait, vous savez, Jean-Marie, maman m'a souvent raconté qu'elle avait eu Schuman à ce moment-là, et qu'elle lui a dit, mais président, comment vous pouvez tenir devant les injures, les jurons? Et il a dit, parce que j'ai l'arme absolue. Et il a sorti son chapelet de sa poche. Et il a tenu par la prière. Et finalement, on est sorti de cet épisode absolument tragique. Ce qu'il faut peut-être rappeler pour les auditeurs qui nous rejoindraient en cours, et puis d'une façon plus générale pour tout le monde, c'est l'appartenance politique de Robert Schuman. On est dans ces périodes mouvantes de la 4e République où les frontières politiques sont un peu moins dessinées qu'aujourd'hui, mais il est, lui, quand même, l'incarnation d'un courant très précis. Oui, c'était le courant démocrate chrétien à la française, qui s'appelait le Mouvement républicain populaire, le MRP, tout à fait, qui se situait au centre. C'était un grand parti centriste, avec évidemment des courants. Moi, j'étais plutôt dans le courant, disons, de gauche, parce que c'était le grand débat sur l'Algérie française. Et Schuman avait parfaitement compris qu'on ne garderait pas les colonies. Et il a plusieurs fois manifesté ce sentiment. À l'époque où on disait, vous vous en souvenez bien, la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris. Vous vous souvenez de ce slogan qui était partout. Bon, Schuman n'y croyait pas du tout. Il voyait les choses, évidemment, avec 20 ans d'avance. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait chez Schuman, comme il y a eu sans doute un peu chez Mendès France, et évidemment chez le général de Gaulle, une sorte d'aspect visionnaire comme ça, des personnalités qui sont capables de voir de plus haut et plus loin
loin que leurs contemporains et que leurs collègues du monde politique. C'était absolument lui. Mais s'il était visionnaire, c'est parce qu'il avait une forte intériorité. À son époque, la com, ça n'existait pas. Les sondages, ça n'existait pas. S'il allait dans le métro ou s'il prenait le bus, c'était pas pour faire de la com. C'était parce que c'était sa nature. Mais bien sûr que non. Il prenait le bus parce que c'était sa nature d'être simple, humble, frugal. Voilà. Et d'ailleurs, la maison dont on parle, la maison de Sichazel, c'est d'une simplicité. Elle est comme ça. Ah ouais, et il m'a dit presque monacale. Presque monacale, mais c'était un peu un moine en fait. Il y a quelque chose aussi peut-être tout simplement qui est emprunté, bien que lui ait été très fervent catholique, mais à cette Europe de l'Est et du Nord plus protestante et un peu moins démonstrative dans les signes du pouvoir. Il y avait peut-être ça aussi, quelque chose d'allemand chez lui. Non, mais je crois qu'il y avait chez lui une sorte de simplicité qui faisait sa force. J'ai cité dans le livre ce qu'en disait André Philippe, qui est un protestant, qui l'a connu pendant 30 ans, qui l'a connu en politique, qui l'a connu au mouvement européen, et qui fait un portrait extraordinaire de cet homme qui est juste. Il a senti comment il était. Robert Schuman n'avait pas de plan de carrière. Et il ne savait pas ce que ça voulait dire. Il ne pensait jamais à sa réélection. Jamais. Sinon, il n'aurait pas fait la CK. Quand il a fait la CK, il s'est mis tous les communistes à dos dans la région de la Fenne, chez nous, où il y en avait énormément, en Moselle, industriels. Il s'est mis à dos les maîtres de forge. Il s'est mis à dos tous les gaullistes. Il y avait tout le monde à dos. Et quand le préfet lui a dit « Président, l'élection va être très difficile », il a dit « Oh ben écoutez, on verra bien ». Voilà, c'était ça la réponse. La CK, c'est cette communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est une innovation incroyable. Absolument. Alors, j'ai dit dans le récit tout à l'heure que c'était une révolution. Je pense que pour l'époque, c'en est une. Il faut avoir quand même un esprit singulièrement ferme et visionnaire pour admettre l'idée. On est à la sortie de ce conflit mondial et on est dans un retour sur des nationalismes assez effrénés pour avoir l'idée d'une Europe qui devrait, dans l'idéal, être carrément fédérale. L'idée, c'était de créer une sorte de grand ensemble à l'échelle continentale. Oui. En tout cas, de l'Europe de l'Ouest. De l'Europe de l'Ouest, tout à fait. Il voyait, devant lui, une Europe fédérale, pas ultralibérale, et appliquant le principe de subsidiarité. Ça veut dire quoi? Fédéral, ça veut dire qu'il y a forcément des abandons de souveraineté pour que ça marche. Nous ne l'avons pas fait et nous sommes dans le trou. Et maintenant, tout le monde dit qu'il faut plus de fédéralisme. Vous entendez comme moi ce qui se dit tous les jours. Il voulait une Europe pas ultralibérale, raison pour laquelle la haute autorité était constituée de membres nommés par les gouvernements. C'est très intéressant. Et il n'aurait pas été dans l'ultralibéralisme ce que nous connaissons aujourd'hui. C'était pas sa sensibilité. Et il voulait qu'on applique le principe de subsidiarité et que dans cette Europe, bien entendu, les problèmes proches des gens devaient être résolus au plus près des gens. Donc, il n'aurait pas souhaité que l'Europe s'occupe des fromages, du statut des sapeurs-pompiers volontaires, etc. Ce qui est devenu aujourd'hui l'estampille de l'Europe, en quelque sorte, c'est une surnormatisation. Il y a constamment des lois, des décrets européens sur tous les sujets qui sont pris un peu loin des citoyens européens. Est-ce qu'on peut dire que cette Europe qui pourtant se réclame à longueur de discours, que ce soit au Parlement européen ou à la Commission à Bruxelles, cette Europe qui se réclame constamment de Jean Monnet et de Robert Schuman, n'est peut-être pas tout à fait l'Europe qu'ils avaient voulu. Non. Ils ne voulaient pas tout à fait cette Europe-là. Je pense que, par exemple, l'ultralibéralisme qui fait que le maître mot de l'Europe, c'est la concurrence partout et à tout prix, qui fait qu'on recule par rapport aux services publics. Non, il était plutôt dans les idées du Conseil national de la résistance. Mais la volonté de ses pères fondateurs, c'était d'abord d'éviter les guerres, tout simplement. On a complètement oublié, nous, cet aspect-là. C'était ça l'idée. L'idée était très claire. C'était plus de guerre en Europe. Et ça a admirablement marché, car sur ce terrain-là, qui est essentiel, l'Europe fonctionne bien. Il n'y a quand même pas eu une seule guerre en Europe depuis 60 ans. Et quand on dit unis dans la diversité, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, que c'est le maître mot, c'est la devise de l'Europe, c'est reconnaître que les cultures sont un peu différentes, mais que le fond est commun. C'est ça la force de l'Europe. Et il était partisan de commencer l'Europe par la culture. Il a beaucoup insisté là-dessus et il a été un peu déçu qu'on ait fait le marché commun, mais qu'on n'ait pas fait, par exemple, la CED qui aurait permis à des jeunes gens de faire leur service militaire en France quand ils sont allemands, en Italie quand ils sont français, etc. Il aurait aimé le programme Erasmus, par contre.
qui permet l'échange des étudiants entre pays, qui marche très bien. Homme de mesure, de culture, d'une forme de justice, en quelque sorte. Il a été ministre de la Justice. Eh oui, n'est-ce pas ? Homme de foi également. Nous revenons dans un instant sur la personnalité profonde de Robert Schuman. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Un extrait sur Europe 1 du thème et variations pour violon et piano composé par Olivier Messiaen. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité. Aujourd'hui, je le rappelle, Jean-Marie Pelt, et nous nous intéressons évidemment au président Robert Schuman. Alors Jean-Marie Pelt, vous qui avez connu au quotidien, on peut dire, enfin qui avez connu la vie privée, personnelle du président Robert Schuman, il faut d'abord qu'on dise une chose, c'est qu'il n'était pas marié, c'est très rare. Un célibataire à Matignon, on n'a quasiment jamais vu ça dans l'histoire de France. C'était un moine. Non mais c'était un moine en fait. Il avait un engagement quasiment monacal. Il y avait sa gouvernante qui était là. La petite Marie, qui avait une voix haut perché, qui était sourde, ce qui faisait qu'elle n'était pas très embarrassante. Et lui laisser à méditer tranquillement. Voilà. Alors oui. Et en dehors de la gouvernante, la petite Marie, il y avait de la famille, il y avait des gens qui venaient. Non. Mais non, la famille c'était nous. Mais non, il n'y avait pas de famille. Il n'avait pas de famille. On a vu apparaître un vague cousin quand il était mort, comme ça arrive souvent que les cousins apparaissent au moment où se dessine un héritage potentiel. Mais il n'avait pas de famille. Donc une maison dans un relatif silence. Dans un relatif silence, absolument. Alors moi j'y allais donc régulièrement. Quand nous avions déjeuné, il montait dans ma 2 chevaux, on allait faire un tour. Il aurait aimé, on n'a pas eu l'occasion de le faire, d'aller aux Trois Glands. Les Trois Glands, c'est l'endroit où il allait promener quand il était petit garçon avec ses parents. Et c'est exactement l'endroit où sont installées les institutions européennes à Luxembourg, car toutes les institutions luxembourgeoises, la Cour des comptes, la Cour de justice, sont à Luxembourg, et elles sont à l'endroit où il allait promener petit. Quand il était petit, il allait avec son oncle cultivateur dans les champs. Et les champs étaient sur 2 pays. La borne passait au milieu du champ. Alors il allait de France au Luxembourg, de Luxembourg en France, quand il a bourré. Donc il a été marqué, en quelque sorte, ataviquement, par cette idée et par cet idéal européen. Il y a comme ça des destins qui sont quasiment inscrits dans les gènes, on peut dire. C'était son cas. Ouais. C'était vraiment son cas. Et ce qui était aussi très admirable, c'est que moi je ne l'ai pas connu comme un grand homme d'État, je l'ai connu plutôt comme un grand-père. Je n'ai tiré aucun bénéfice, je n'ai pas des idées peut-être faire carrière. Vous n'avez pas lancé une carrière politique dans la foulée. Ah, il aurait voulu. Il aurait voulu que je sois son successeur. Oui, je l'ai déçu pour ça. Et je voulais faire de la science. Moi, j'adorais la science. Et j'adorais pas trop la politique parce qu'il m'avait amené plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Ah oui, donc vous aviez vu comment ça fonctionnait. Ce monde-là ne vous plaisait pas trop. Pas trop, il se disputait tout le temps. Je disais, président, il se dispute tout le temps. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je cherche des consensus. Je suis différent. Et alors... Mais lui aussi aimait beaucoup la nature, cela dit. Beaucoup, et les plantes, comme vous. Beaucoup. Et il se ressourçait dans la nature et dans les plantes, tout à fait comme moi. Quand le marché commun s'est mis en place, j'ai vidé la fac de droit de Nancy, car tous les assistants m'apportaient leur curriculum vitae pour être nommés au marché commun. Et quand j'arrivais, ils me disaient, Jean-Marie, vous avez combien de CV aujourd'hui? J'ai dit 2. Il m'a dit, mais vous m'apportez jamais le vote, vous voulez pas y aller, vous? J'ai dit non, je veux faire de la science, président. Et j'ai fait une carrière scientifique que je ne regrette absolument pas du tout. Mais je suis resté totalement fidèle à Schuman. Alors, dans Démocrate chrétien, il y a chrétien. Il était un chrétien très fervent. Il est allé faire un voyage en Terre Sainte. Oui, il était un chrétien très fervent. Il avait une vie intérieure intense. Il n'en parlait jamais. Il était extrêmement discret. Ah oui, très discret. D'ailleurs, il était très discret. Et donc, sans doute très laïque, si je puis dire, parce que c'est à la mode. Mais oui, tout à fait. Et très républicain. Bizarrement, il ne me racontait pas sa vie politique. Il m'écoutait moi. Il me demandait, est-ce que votre thèse avance? Vous en êtes où dans votre thèse? Et il avait une capacité d'écoute extraordinaire. Et à l'époque du retour du général de Gaulle, où il s'est posé beaucoup de questions, c'était très difficile pour lui, il m'a demandé de réunir des jeunes. Il m'a dit, il faudrait qu'il y en ait beaucoup. J'ai réuni 100 jeunes avec lui.
Et il les a écoutés, il voulait savoir ce que pensent les jeunes. Voilà, il avait quand même déjà 11 ans, vous voyez, mais à l'écoute, une capacité d'écoute. Et quand il prenait le bus, c'était pour parler avec les gens. Mais il n'y avait pas de com dans tout ça, c'était un monde politique totalement différent. Moi, quand je vois maintenant fonctionner la politique, excusez-moi, je ferme la radio et la télé, ça me fatigue. Alors, ça me fatigue. Puis je vais revenir à la religion dans un instant, mais puisque ça fait 2 ou 3 fois que vous parlez du général de Gaulle, et je me dis qu'il ne faut pas oublier d'en parler, quels étaient ses rapports avec le général de Gaulle, qui est on va dire l'autre grande figure de la même époque, et qui était là avant et après, mais pas au même moment, bien entendu. Non, ils se sont pas rencontrés. Non, ils se sont rencontrés physiquement. 2 mondes différents. 2 mondes totalement différents. De Gaulle, c'était comme la vieille France, un projet très national. Schuman, c'était déjà l'Europe. Donc ils étaient sur des orbites différentes, et s'ils s'étaient entendus, jamais l'Europe n'aurait connu les crises qu'elle connaît aujourd'hui, puisque c'est comme la France qui a laissé à l'époque de Gaulle la chaise vide à Bruxelles. Vous vous souvenez de cet épisode très inquiétant pour l'histoire de l'Europe. Bon, alors on peut aller maintenant peut-être dans les secrets. À l'époque de 47, quand il y a eu les grèves terribles. Cette grande crise dont on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, il a été voir De Gaulle à Colombey secrètement pour avoir l'appui du général. Il n'a pas bougé, le général. Le général n'a pas bougé. Il était seul. Et j'ai rencontré tout récemment un petit-neveu du général. On s'est entretenus tous les deux et on s'est dit c'est quand même dommage que ces 2 personnalités, qui sont les 2 plus grandes personnalités en fait des 50 dernières années, n'aient pas pu se comprendre. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Au moment des grandes crises de 47, le général de Gaulle, depuis sa traversée du désert, comme on disait, qui ne faisait que commencer à l'époque, devait voir avec une sorte de recul, c'est le moins qu'on puisse dire, l'échec d'un régime qu'il avait condamné. Donc il devait se dire, ils n'ont pas voulu de moi, c'est bien fait. Oui, c'était ça. Je ferme la parenthèse de Gaulle et je reviens donc à cette affaire de religion. Vous dites qu'il était très discret. On parlait du voyage en Israël. Oui, tout à fait. Il a fait plusieurs pèlerinages. Il a vécu caché dans 2 monastères français. Il a à Ligugé. À Ligugé, près de Poitiers. Près de Poitiers, c'est votre pays. Et puis un autre monastère aussi, dans l'Ardèche, où il s'est réfugié caché, puisqu'il avait été mis en prison par la Gestapo. Ça, c'était pendant l'occupation. Pendant l'occupation, il s'est évadé. Il a dû se cacher pendant la guerre. Et dans les monastères où il était, il semblerait qu'il ait eu une vie de moine. Il a eu vraiment une vie de moine. Il a lu les grands auteurs, Thomas d'Aquin et les grands théologiens, Saint-Augustin, et voilà. Il connaissait bien le nonce apostolique qui allait devenir le pape Jean XXIII. Oui, il aimait beaucoup. Il a été décoré par le pape Pie XII. Absolument. Et il aimait beaucoup Jean XXIII, et Jean XXIII était aussi un homme d'ouverture. J'ai parlé de Jean XXIII dans mon livre, La Absolument, oui, tout à fait. Parce que c'était un pape qui était fortement aimé. Il a été immensément aimé, cet homme, et il s'aimait bien. Alors Schuman et Jean XXIII, ça marchait très bien. Je suis certain, Jean-Marie Pelt, que grâce à votre témoignage, nos auditeurs auront redécouvert un très grand homme politique français dont il faut bien dire qu'il est quand même singulièrement oublié. Peut-être que ce côté Cincinnatus, je viens sauver le pays et puis après je rentre cultiver mon petit jardin, n'a pas aidé à sa mémoire. Vous êtes là pour réparer cet oubli. Jean-Marie Pelt, Heureux les simples, c'est publié chez Flammarion. Merci de ce beau témoignage tout enflammé. Merci Franck Ferrand, j'étais très content de témoigner pour cet immense homme politique et j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup comme ça, mais c'est rare. C'est une denrée rare. 1 ou 2 par siècle.